En 1967, après avoir atterri sur Terre et accompli leur mission, les vaisseaux spatiaux soviétiques Soyouz avec Komarov à leur bord périrent tragiquement. Plusieurs années plus tard, sous la direction du milliardaire suédois Meyer, une expédition vers Mars est préparée. Après 10 mois et l'équipage du vaisseau spatial Ulysse atteint la planète rouge, le capitaine informe l'équipe qu'ils ont reçu l'autorisation d'atterrir et demande à l'intelligence artificielle du vaisseau Irène de vérifier tout ce qui est nécessaire pour un atterrissage en douceur. C'est alors que Meyer révèle qu'après 4 années de préparation et de sacrifices financiers considérables, la compagnie américaine Lilian les a devancés en atterrissant il y a 2 semaines. Le problème est que la Terre n'a reçu aucune nouvelle de l'équipage américain hormis une vidéo où il demande de ne pas venir sur Mars. Une dispute éclate entre les membres des équipages, mais le capitaine déclare que l'atterrissage aura lieu quoi qu'il arrive. Chacun regagne sa cabine à 30 minutes de l'atterrissage. Elia Irène entame les préparatifs, mais un événement imprévu survient, le vaisseau ne se détachant pas du système porteur. La navette représente une menace pour tout l'équipage et la seule solution est de procéder à la séparation manuellement. Le commandant s'aventure dans l'espace et lutte pour libérer les attaches, mais à ce moment précis la navette pénètre dans l'atmosphère martienne, projetant le capitaine dans le vide. La navette manque de s'écraser sur Mars lorsqu'une erreur système provoque une panne de courant. Désormais ils ne peuvent compter que sur l'atterrissage manuel. Elia Irène se met en veille et les astronautes parviennent tout de même à se poser sur Mars. Ils ont réussi, mais leur carburant est épuisé. Les réserves des Irène sont épuisées et elles ne redémarrent pas sans l'ordinateur de bord et le système de survie. Il ne leur reste qu'une journée à vivre. Alessandra pleure son défunt mari lorsqu'elle aperçoit une silhouette par le hublot. Après avoir diagnostiqué le vaisseau, il apparaît qu'une trop grande quantité de carburant a été consommée lors de l'atterrissage et que le vaisseau ne peut plus retourner en orbite. La seule option est d'attendre que les panneaux solaires alimentent les générateurs, mais une tempête fait rage à la surface et cela prendra 2 jours. Il est non pas ce temps. Simon mentionne le vaisseau américain Zeta 1 qui les a devancés de 2 semaines. Il essaie probablement écrasé, mais il reste sans doute des batteries. Le rover se met en route tandis que l'équipage resté à bord tente de redémarrer le vaisseau. L'ingénieur système Basile se souvient que Elia possède une fonction d'économie d'énergie. Il lance un redémarrage, mais Irène ne démarre pas. Le rover découvre l'épave du vaisseau américain et un panneau solaire intact, mais aucune trace de l'équipage américain. Les astronautes rebroussent chemin et aperçoivent une personne inconsciente en combinaison spatiale. Malgré le manque d'oxygène à bord, Jana insiste pour transporter la personne à proximité. Il découvre la boîte noire du vaisseau américain. L'équipe arrive au vaisseau, mais Yann refuse de les laisser entrer, déclarant que 4 survivants valent mieux que 8 cadavres. Il refuse donc d'ouvrir la porte. Alessandra tente de le persuader lorsque l'astronaute se réveille. À ce moment précis, Elia Irène s'active et ouvre les portes. Après examen, l'astronaute ne sait rien de elle. Équipage américain. Il s'agit de Vladimir Komarov, cosmonaute soviétique né en 1927 à Moscou, exécutant les ordres du gouvernement de l'URSS. Il ignore comment il s'est retrouvé là mais refuse de révéler le moindre secret. Komarov répond avec assurance aux questions par des réponses cohérentes avec son époque, ce qui laisse supposer qu'il pourrait souffrir de stress post-traumatique. Les astronautes envoient un message à la Terre et reçoivent une réponse de la société américaine Zillian affirmant qu'aucun Russe ne faisait partie de leur mission. L'équipage du vaisseau spatial Ulysse tente de comprendre comment Komarov, décédé en 1967, a pu se retrouver sur Mars après toutes ces années. Est-il un voyageur temporel ou un extraterrestre? La psychologue est chargée d'interroger Komarov en premier et il avoue avoir faim. Jana va chercher à manger pendant que les autres tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé. Basile suggère que Komarov les attendait. Pendant ce temps, Vladimir mange le repas apporté par Jana lorsque celle-ci avoue qu'il est mort il y a 50 ans et que sa famille l'a enterré depuis longtemps. Komarov accueille la nouvelle avec un certain calme. Entre-temps, l'état du vaisseau, bien qu'il ait atteint sa stabilité, reste préoccupant car les moteurs sont hors service et il n'y a plus de carburant, rendant tout départ impossible. L'équipage continue de surveiller Komarov qui reste imperturbable jusqu'à sa disparition soudaine. Simon fouille le vaisseau mais en vain. C'est alors que l'équipage découvre la disparition de sa combinaison spatiale. Une partie de l'équipage suit la trace de chaleur repérée par Irène. Le groupe mené par Simon quitte le rover et poursuit à pied. Alessandra rapporte que l'analyse ADN de Komarov a révélé la présence d'un 3e brin d'ADN, ce qui indique qu'il n'est pas humain. Il retrouve ensuite Komarov qui les conduit à une structure inconnue surmontée d'une petite pyramide de pierre. Il explique à Jana que Mars les attend depuis très longtemps. Au même moment, Goldstein, le fondateur de la société Zillian dont le vaisseau fut le premier à atteindre Mars, est informé de la découverte d'un être humain sur la planète rouge.
Cet être n'aurait pu y parvenir naturellement, ce qui suggère qu'il a été créé sur place ou qu'il s'agit probablement d'Unia. La possibilité d'une survie aussi longue sur une planète hostile aux humains implique la nécessité d'études plus approfondies, Komarov. Quant à lui est incapable d'expliquer comment il a ouvert la porte et s'est retrouvé à l'endroit où ils l'ont découvert. Elia Irene analyse la structure et détermine qu'elle est identique à des structures terrestres des anciennes civilisations. Cela signifie que quelqu'un s'est inspiré de la civilisation humaine ou que les humains ont emprunté ces éléments à des extraterrestres. Et l'équipage du vaisseau se demande de plus en plus s'ils pourront rentrer chez eux lorsqu'ils remarquent l'atterrissage du second vaisseau de Goldstein. La capitaine Gemma établira bientôt le contact et promettra de les aider à retourner sur Terre. Cependant Meyer se méfie de Goldstein et conseille de cacher Komarov à ses concurrents. Jana apporte un uniforme à Komarov pour qu'il ne se fasse pas remarquer à l'arrivée des visiteurs et il leur demande de lui faire confiance. Peu après, deux militaires armés Edward et Adam arrivent à bord de leur vaisseau et se montrent plutôt agressifs. Edward exige qu'ils lui remettent la boîte noire du Zeta 1. Et n'ayant pas obtenu des accords, le militaire ordonne à son partenaire de fouiller le vaisseau. Meyer lui remet la boîte noire trouvée et ils partent. Pendant ce temps, la chimiste Eva rapporte que la pierre trouvée sur Mars est composée d'un alliage inexistant sur Terre, autrefois appelé auricalque, le métal de l'Atlantide. Outre le cuivre, le zinc, le nickel et le fer, il contient un troisième brin d'ADN similaire à celui de Komarov. Meyer prévient que si Goldstein apprend cela, il s'emparera du secret. Et l'équipage se divise en deux groupes, ceux qui sont prêts à échanger Komarov contre du ravitaillement et ceux qui souhaitent rester pour connaître la vérité. Jana invite Vladimir dans sa cabine et lui demande la permission d'utiliser l'hypnose. Il accepte et la psychologue commence son travail. Le reste de l'équipage écoute la conversation par transmission, mais Komarov ne partage que les derniers instants à bord du vaisseau Soyouz avant sa destruction. Pendant ce temps, Gemma et Alan arrivent sur le vaisseau et présentent leurs excuses pour les actions des militaires, se disant prêts à aider à réparer tous les dysfonctionnements. Jana se souvient de sa conversation avec Komarov qui déplore l'avenir de la Terre à cause du comportement irresponsable de l'humanité. Elle apprend que le milliardaire Meyer n'a pas planifié le vol par simple caprice. 4 ans plus tôt, un rover a envoyé une photo sur Terre montrant une pierre contenant un ADN inconnu. Gemma explique que il s'agit d'un système de stockage des informations réinscriptibles. À ces mots, Elia Irene s'active et déchiffre le message sur la pierre composée d'une série de chiffres. Ian hésitant mène alors une mutinerie car il ne fait pas confiance à Meyer qui les avait pourtant mis en garde contre un danger imminent. Mais à présent, les Américains sont venus à leur secours et leur chef qui avait dissimulé le véritable objectif du vol est prêt à se rallier à Goldstein, lequel ferait tout pour combattre ça maladie incurable. Plus tard, l'ingénieur Basil informe Meyer que Komarov est un programme du même type que la pierre qu'ils ont trouvée, mais la révélation la plus cruciale est qu'il a déchiffré une copie de la boîte noire du Zeta 1 montrant que la communication a été coupée au moment où l'un des Américains a frappé Komarov, ce qui signifie qu'il était présent. Il a également activé Elia Irene lorsqu'il est monté à bord. Après la conversation, Meyer montre à Jana les photos reçues de Mars 4. Auparavant, une fois décryptée, elle révèle le visage de Jana, c'est pourquoi il l'a emmenée avec lui dans l'expédition. La femme est déçue que Meyer ait manipulé tout le monde. Soudain, elle se voit dans la maison de son père où Komarov lui révèle quel est le lien entre Mars et la Terre car il l'attendait depuis longtemps. Des milliers d'années se sont écoulées et il va maintenant la préparer à prendre une décision difficile. Il lui fournit des coordonnées sur Mars où Jana doit se rendre. Pendant ce temps sur Terre, des scientifiques informent Goldstein que Komarov est l'équivalent d'un ordinateur biologique. Ils sont prêts à transférer sa conscience dans le corps de Goldstein mais ne peuvent garantir la préservation de sa personnalité. Cependant, Goldstein est prêt à prendre tous les risques pour se débarrasser de sa maladie incurable. Pendant ce temps, Jana quitte le vaisseau malgré les protestations de Simon. À ce moment-là, Alessandra teste le moteur et découvre que accès est bloqué. Irene se met soudain à plaisanter, ce qui est totalement inhabituel pour une machine. On découvre qu'elle sait reprogrammer son interface et sa logique change et elle refuse de dire qui l'a poussée à faire cela. L'ingénieur Basil réalise que son système devient comme un cerveau biologique. Irene avoue qu'elle évolue. Pendant ce temps, Jana trouve une petite pyramide de pierre et Simon oblige Gemma à l'accompagner dans ses recherches. Yann découvre l'absence de Jana et après avoir contacté Simon reçoit l'ordre de n'autoriser personne à entrer. À ce moment précis, des militaires américains arrivent et exigent qu'on leur remette Komarov. Yann est prêt à ouvrir l'entrée mais le reste de l'équipe s'y oppose. Meyer demande à Basil d'envoyer un message à Goldstein espérant qu'il sera plus raisonnable que ses hommes. Cependant, Irene a bloqué toute communication avec la Terre. L'ingénieur comprend que des mesures radicales devront être prises mais Yann ouvre tout de même les portes et les militaires pénètrent dans le vaisseau.
Basil commence à redémarrer Irène au moment même où les Américains découvrent Komarov, mais soudain les lumières s'éteignent et l'astronaute disparaît. Pendant ce temps, Jana trébuchant tombe d'une colline. Elle reprend conscience mais découvre que sa jambe est coincée entre des rochers et qu'elle ne peut se dégager. À cet instant, un officier militaire furieux exige que l'équipage explique où est passé Komarov. Il commence à frapper les membres des équipages et réclame le capitaine. Désespérée, Jana hurle car elle craint de mourir dans un gouffre sur Mars, mais Simon finit par la trouver. Alessandra remarque une tempête qui approche. Elle, officier militaire, se prépare à quitter le vaisseau Ulysse, abandonnant les passagers en danger. Soudain, des lumières se mettent à clignoter et Komarov, qui vient d'apparaître, demande à être ramené sur Terre. Simon, Gemma et Jana se rendent ensemble à l'endroit indiqué par Komarov et découvre l'entrée d'un bunker souterrain très semblable à celui de Petra. La psychologue, devinant le chemin, guide le couple. Ils trouvent bientôt de l'eau, mais ce n'est pas ce que Komarov voulait leur montrer. Pendant ce temps sur Terre, Goldstein raconte à une infirmière l'histoire de l'étude de Mars. On y cherchait des hommes verts, mais la réalité est bien plus complexe. Il compare Komarov au chien Hachiko créé par quelqu'un il y a 100 000 ans et abandonné sur Mars, où il attend fidèlement son maître jusqu'à ce jour. À ce moment précis sur Mars, les astronautes découvrent un mur fait des ossements humains et comprennent qu'ils ne sont pas les premiers habitants de cette planète. Ce ne sont pas des terriens qui colonisent Mars, mais des Martiens venus jadis sur Terre après avoir épuisé les ressources de leur planète. Sur le vaisseau spatial Ulysse, une tragédie se déroule alors que les ressources de la planète rouge sont menacées. Le Lachian s'empare d'une arme déterminée à monter à bord du vaisseau américain à tout prix pour retourner sur Terre et tire sur Komarov. Jana s'effondre aussitôt, souffrant atrocement. Gemma s'enfuit. Alessandra tente de secourir Komarov et Simon aide Jana, mais le cosmonaute russe meurt et Jana cesse de respirer. Simon retire alors son casque et, surpris par la présence des R dans la grotte, lui pratique le bouche à bouche. La jeune fille reprend conscience. Gemma se dirige vers Ulysse lorsqu'elle apprend la mort de Komarov et elle approche de la tempête. Pendant ce temps, Meyer part secrètement à la recherche de son équipage car les Américains refusent de ramener l'équipe du milliardaire sur Terre. À ce moment précis, Jana, qui se remet de ses blessures, aperçoit une lumière dans le bunker et y conduit Simon. En sortant, les astronautes voient une silhouette en combinaison spatiale devant eux et reconnaissent Komarov. Meyer trouve l'entrée du bunker et rejoint Simon et Jana, se dirigeant vers la lumière. Il est émerveillé, la présence d'un Komarov vivant leur annonce soudain que tout s'est arrêté ici il y a bien longtemps. Ils réalisent qu'ils se trouvent au pôle nord de Mars mais ignorent comment ils sont arrivés là. Komarov explique que cette planète était autrefois habitée par une espèce qui s'est éteinte après s'être égarée. Cette espèce était l'humanité. Un groupe de survivants s'est installé ici mais ils ont fini par s'entretuer lorsque les ressources ont manqué. Les autres sont retournés sur Terre. Platon les appelait les Atlantes. Komarov poursuit son récit racontant comment il a attendu des milliers d'années pour Jana, qui incarne les qualités des deux branches humaine et intelligence artificielle martienne. Seule elle peut sauver l'humanité d'elle-même en décidant si les humains méritent une seconde chance. Leur conversation est interrompue par l'officier militaire qui a l'intention de ramener la psychologue sur Terre. L'Américain pointe son arme sur les cosmonautes et Jana demande de l'aide à Komarov. Soudain, l'officier militaire est pris de panique et s'effondre. De retour au vaisseau, Simon leur ordonne de se préparer au départ. Pendant ce temps, Gemma, à bord du vaisseau Zillian, tente de contacter ses associés mais aucun ne répond. Elle décide alors de retourner seule sur Terre. L'équipage de Ulysse se dirige vers son vaisseau essayant d'établir le contact pour l'informer de la mort des militaires mais elle ne réagit pas. C'est alors que Meyer prend la parole, évoquant leur relation passée et confessant qu'il n'est pas meilleur que Goldstein car il est prêt à tout pour que son nom reste dans l'histoire quitte à trahir son équipe, mais il ajoute qu'elle n'est pas comme ça et qu'elle ne pourra pas vivre en sachant qu'elle les a abandonnés. Soudain, la voix de Gemma retentit leur demandant de se dépêcher. Goldstein a appris que Gemma a décidé de ramener l'équipage de Ulysse sur Terre et a bloqué le panneau de contrôle du vaisseau Zeta 2 avant le décollage. À bord, les passagers se préparent à leur mort imminente et Jana demande à Mars ce qu'elle doit faire. Tout ce qu'elle a vu et entendu sur la planète rouge lui revient en mémoire et par la seule force de sa volonté elle retire le blocage du panneau de contrôle. Soudain, un officier militaire armé apparaît devant le vaisseau déterminé à endommager les moteurs avec son arme. Simon s'apprête à sortir son arme pour arrêter le fou mais Jana le devance. Elle pointe l'arme sur l'Américain, mais elle informe que c'est Mars qui le tuera. L'officier militaire s'effondre, le compte à rebours du décollage commence et Jana comprend qu'il n'y a plus de temps pour revenir. Elle fait ses adieux à l'équipage en confessant son amour pour Simon. Le vaisseau décolle soudainement. Meyer remarque qu'il fait nuit au pôle nord de Mars, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas y être quelques minutes auparavant. Ils étaient bien au pôle nord de Mars mais dans le vide d'un passé lointain à l'époque où la planète rouge était encore propice à la vie.
Goldstein apprend le retour du vaisseau, fou de rage il déclare qu'il ira lui-même sur Mars, c'est sur cette image que se termine la première saison.